Bonjour à tous, et à toutes. Merci d'être connectés aussi nombreuses aujourd'hui, hein. Vous êtes plus de 1 700 à vous être inscrits, donc c'est vraiment énorme. Merci à tous et donc merci, de participer toujours aussi nombreux aux webconférences de Jury Travail. Aujourd'hui, nous vous proposons un panorama complet des nouveautés juridiques pour bien démarrer 2026. C'est devenu un incontournable, hein, pour nous, pour vous accompagner, vous, employeurs des RH, responsables RH, car chaque début d'année, apporte son lot de réformes, d'ajustements et cetera et puis bon, bah, là, tout est tombé cette semaine ou presque avec, le PLFSS, qui a été signé en début de semaine. Donc, entre la directive sur la transparence des salaires, la loi senior qui porte mal son nom, la réforme du financement de l'apprentissage et les mesures donc issues du débat de la sécurité sociale, la loi de finances qui va arriver, les entreprises vont devoir intégrer de nombreux changements dans leurs pratiques RH. Pour me présenter rapidement, je suis Élodie Desliste et je suis accompagnée aujourd'hui par Alexandra Marion. Alexandra est juriste en droit du travail chez Jury Travail depuis bientôt 10 ans. Bonjour Elodie, bonjour à tous. Donc Alexandra accompagne au quotidien les employeurs et les professionnels RH sur les évolutions législatives, les réformes sociales et tout ce qui concerne le droit social. Sa force est de rendre lisibles des textes parfois assez complexes et d'en tirer des conséquences très pratiques pour le terrain. Et aujourd'hui, nous sommes également accompagnés par Benoît. Bonjour Benoît, qui sera présent tout au long de la session sur le chat. Donc c'est lui qui vous répondra à vos questions et qui transmettra vos questions à Alexandra toute la durée de ce chat. Vos questions sont les bienvenues pendant toute la webconférence, pendant toute la présentation. Donc n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. L'objectif de cette webconférence est assez simple, c'est vous permettre de gagner du temps sur votre veille juridique et de repartir de ce qui va changer en 2026 dès le mois de janvier et puis tout au long de l'année. Par exemple, la transparence des salaires, ce ne sera pas avant le mois de juin. Mais on vous expliquera tout ça au fur et à mesure de la webconférence. Quelques précisions sur cette webconférence. Elle s'adresse aux professionnels. Si vous êtes un particulier, ben, vous pouvez vous orienter sur nos avocats partenaires, auprès des partenaires. Benoît vous donnera le lien pour pouvoir contacter des avocats. Et puis, si votre question concerne une situation de votre entreprise, mais qui est plus confidentielle, vous pouvez utiliser le bouton «J'ai une question». Vous accéderez donc à un formulaire sécurisé et puis ça sera directement transmis à notre équipe de juristes qui pourra vous rappeler et vous répondre à vos questions. Le support présenté aujourd'hui, c'est un support qui est conçu pour être commenté à l'oral, hein. Vous verrez, il y a très peu d'informations, uniquement les questions que je vais poser à Alexandra. Si vous souhaitez recevoir ce support et le replay, vous pouvez en faire la demande via le petit bouton pour recevoir le replay. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous présenter Jury Travail en quelques mots. Jury Travail, c'est le leader de l'information juridique en ligne. Depuis plus de 20 ans, nous accompagnons chaque année des milliers d'employeurs, des RH, des managers, mais aussi des salariés et des CSE dans tous les domaines de droit et la gestion des RH. Notre équipe compte plus de 50 juristes, tous diplômés Bac+5 et qui accompagnent au quotidien nos 3000 clients. On propose des abonnements ainsi que des dossiers liés à notre base documentaire. Cette base documentaire est mise à jour très souvent par une super équipe de juristes rédacteurs, dont Alexandra fait partie. On met à jour des dossiers juridiques, des modèles et des outils. Et vous pouvez aussi, grâce à l'abonnement, avoir accès à nos systèmes d'alerte automatique sur les évolutions de votre convention collective. Avec Alexandra, je te propose de rentrer dans le vif du sujet. Donc on a prévu une webconférence en 5 parties. Nous débuterons par la transparence des salaires avec la directive européenne, son entrée en application et les nouvelles obligations pour vous, employeurs, ainsi que les idées reçues, qu'on entend souvent. On vous proposera un petit vrai-faux là-dessus d'ailleurs. Ensuite, on passera sur la loi senior qui aura un impact important sur la gestion des carrières. Donc on verra ça tout à l'heure. La réforme du financement de l'apprentissage qui est prévue pour 2026. Le 4e point, c'est le budget de la sécurité sociale. Et puis on terminera avec la loi de finances, avec un focus sur la facturation électronique et la suppression de la CVAE. Alexandra, je te laisse la parole pour la première partie consacrée à la transparence des salaires. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est mais qu'est-ce que c'est? Alors, donc pour remettre les choses dans leur contexte, cette, directive européenne sur la transparence salariale, en fait, elle vise principalement à, améliorer la transparence en matière de rémunération pour réduire les inégalités salariales entre les femmes et les hommes, tout simplement.
Pas si simple que ça, on va le voir, mais Et alors, en à gros, c'est ça. partir de quand s'appliquera cette directive? Alors pour le moment, cette directive, elle n'est pas applicable en droit français. Je m'explique. Qui dit directive dit qu'en fait, il faut que cette directive soit transposée en droit français pour qu'elle puisse être applicable. Donc là, la France, elle a jusqu'au 7 juin 2026 pour transposer cette directive en droit français. Si elle ne le fait pas, le risque pour la France, c'est d'être du coup assignée devant la justice européenne pour défaut de transposition et être condamnée à des amendes. D'accord. Et alors, si tu peux nous en dire davantage sur les nouvelles obligations sur cette transparence des salaires? Alors donc là, toutes les obligations qu'on va voir, donc pour le moment, comme je vous le disais, c'est pas applicable. Il faut attendre que la directive soit transposée. Mais en tout cas, cette directive-là, elle fixe des nouvelles obligations pour les entreprises qui, normalement, du coup, vont se retrouver dans le texte qui transposera la directive en droit français. Donc, en ce qui concerne ces obligations, il y a des obligations donc, qui se feront avant l'embauche et d'autres qui se feront après l'embauche. Donc, en ce qui concerne les obligations pour les entreprises avant l'embauche, c'est une obligation qui va porter sur la transparence des rémunérations sur les offres d'emploi. Donc, effectivement, les entreprises vont devoir indiquer dès le début du processus de recrutement et plus précisément du coup sur les offres d'emploi, la rémunération qui sera proposée aux candidats ou au moins une fourchette de rémunération, ce qui implique du coup que l'entreprise va devoir préciser sur la base de quels critères objectifs et non sexistes elle se fonde pour fixer la rémunération initiale ou la fourchette de rémunération initiale concernant le poste qui est proposé dans l'offre d'emploi. Faut savoir aussi que cette directive impose aux entreprises de permettre aux candidats à l'embauche d'obtenir des informations sur les dispositions pertinentes de la convention collective appliquée au sein de l'entreprise et qui sont en rapport avec le poste. Alors sur ce point-là, la directive n'est pas très très précise, mais il est fort possible que les entreprises aient l'obligation de mentionner dans leurs offres d'emploi les dispositions conventionnelles relatives à tout ce qui touche la rémunération. Donc par exemple, quels sont les salaires minima conventionnels applicables, notamment s'ils sont plus favorables que le SMIC. Également tout ce qui concerne les dispositions de la convention qui touchent à diverses primes, que ce soit la prime de vacances, la prime d'ancienneté ou encore le 13e mois et j'en passe. Donc il est fort possible du coup que les entreprises aient l'obligation de mentionner toutes ces dispositions conventionnelles qui touchent on va dire, à la sphère rémunération et qu'elles doivent mentionner ces dispositions-là dans leurs offres d'emploi. En pratique, il faut savoir aussi que vous ne pourrez plus prévoir dans vos offres d'emploi la mention que peut-être vous écriviez parfois, qui était la rémunération sera fixée en fonction du profil du candidat. Ça, on le voyait souvent dans les offres d'emploi. Et bien ça, une fois que la directive transparence des salaires sera transposée, ce ne sera plus possible. Et enfin, il faut savoir que les entreprises auront l'interdiction de demander aux candidats à l'embauche, lors de l'entretien notamment, l'historique de leur rémunération sur les derniers postes occupés ou même sur le poste qu'ils occupent actuellement. Ça, c'est souvent une question qui est posée en entretien. Quand on commence à débattre de la rémunération, eh bien cette question-là, vous ne pourrez plus la poser, ce sera interdit. Et donc le but de toutes ces nouvelles obligations qui vont s'imposer aux entreprises avant l'embauche, c'est vraiment en fait de permettre de garantir une négociation éclairée et transparente entre le candidat et le recruteur en matière de rémunération. Merci beaucoup. Alors Alex, juste une précision, est-ce qu'on peut mettre une fourchette de rémunération sur l'annonce? Oui, la fourchette de rémunération sera autorisée. La directive l'autorise, soit la rémunération directement, soit une fourchette de rémunération, ça c'est possible. D'accord, merci beaucoup. Et donc après l'embauche, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, après l'embauche, donc il y a d'autres obligations. Déjà, donc la directive va imposer aussi aux entreprises donc une obligation de transparence sur la fixation des rémunérations et sur la politique de progression de la rémunération. Alors concrètement, la directive prévoit un droit à l'information pour le salarié. Donc effectivement, les entreprises d'au moins 50 salariés vont devoir également mettre à disposition des salariés les critères qui sont utilisés au sein de l'entreprise pour déterminer d'une part. Alors, il y a un petit problème avec Alexandra.
Voilà, elle revient de Encore. pardon. Je suis là, excusez-moi. Bon, du coup, je reprends. Donc Ouais. oui, donc deuxième obligation après l'embauche, ça va être, celle pour les entreprises de mettre à disposition, des salariés les critères que l'entreprise utilise, pour déterminer d'une part la rémunération, les niveaux de rémunération, mais aussi la progression salariale. Donc c'est-à-dire, comment les rémunérations évoluent au sein de l'entreprise, pour éviter justement, par exemple, que les augmentations de salaire se fassent de manière aléatoire, sans politique de rémunération déterminée, et autrement dit, que la progression salariale au sein de l'entreprise se fasse un petit peu à la tête du client. Donc ces critères-là qui sont utilisés par les entreprises, évidemment, ils doivent être objectifs et non sexistes. Donc par exemple, l'entreprise doit utiliser par exemple des critères qui sont basés sur l'atteinte des résultats pour justifier une augmentation de salaire. Et donc ce critère-là, qui est considéré comme un critère objectif et non sexiste, devra être communiqué aux salariés qui en feront la demande. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, la directive précise que les États membres peuvent exempter, s'ils le souhaitent, les entreprises de l'obligation relative à la progression de la rémunération. Donc, c'est-à-dire que les États membres pourront tout à fait choisir de ne pas imposer aux entreprises de moins de 50 salariés de communiquer sur la progression de la rémunération et les critères objectifs utilisés. Mais ça, à voir du coup comment sera transposée la directive en droit français, il faudra voir ce que prévoit le texte à ce moment-là. Peut-être que la France n'exonérera pas les entreprises de moins de 50 salariés, elles auront peut-être les mêmes obligations que les entreprises de plus de 50 salariés. Donc sur ce point-là, je ne peux pas trop vous en dire plus. Voilà. Et donc une autre obligation aussi qui va s'imposer aux entreprises après l'embauche, elles auront un devoir d'information à l'égard des salariés. Alors concrètement, la directive, elle impose aux entreprises de fournir aux salariés en poste qui le demanderont des informations sur leur rémunération individuelle, mais aussi sur les niveaux de rémunération moyens ventilés par sexe et par catégorie de travailleurs qui accomplissent le même travail ou un travail similaire. Donc en fait là, l'objectif, c'est vraiment d'appliquer le principe à travail égal, salaire égal. Donc là, l'employeur, les entreprises vont devoir aussi rappeler à tous les salariés qu'ils auront droit une fois par an de recevoir ces informations, ainsi que les mesures qu'ils devront prendre pour exercer ce droit. En fait, une fois par an, les salariés auront le droit de demander à leur employeur de leur communiquer ces informations relatives aux rémunérations individuelles et au niveau de rémunération moyen. Faut savoir que la directive, elle fixe un délai de 2 mois aux entreprises à compter de la demande du salarié pour que l'entreprise puisse fournir cette information aux salariés par écrit. Donc là, il faudra voir également quel délai sera prévu dans le texte qui transposera la directive en droit français. Mais en tout cas, la directive fixe un délai de 2 mois laissé aux entreprises. Ce droit à l'information, il risque particulièrement de constituer une charge administrative supplémentaire, notamment pour les PME, puisqu'en fait la directive, elle ne limite pas le nombre de fois où les salariés vont pouvoir demander à leur employeur de leur communiquer ces informations-là. Donc, à voir du coup si le texte qui transposera la directive en droit français met une limite au nombre de demandes possibles, ce qui serait bien d'ailleurs, parce que ça éviterait notamment les abus et que certains salariés demandent très régulièrement et plusieurs fois dans l'année aux entreprises de communiquer toutes ces informations-là. Donc il faudra voir aussi comment est transposé le texte. Donc ça, c'est pour ce qui concerne les obligations après l'embauche. Et on a aussi une autre obligation, alors qui est pas forcément après l'embauche, qui concerne vraiment avant ou après, enfin tout le temps. D'une manière générale, voilà. La directive va imposer aux entreprises de communiquer des données relatives à l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Donc concrètement, c'est ni plus ni moins un nouvel index des rémunérations. Alors je ne vais pas vous citer toutes les informations qui vont devoir être communiquées, mais par exemple, les entreprises vont devoir communiquer des chiffres relatifs à l'écart
pardon, de rémunération entre les femmes et les hommes, à l'écart de rémunération médian entre les femmes et les hommes, ou encore des informations relatives aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes par catégorie de travailleurs, ventilés par salaire ou traitement ordinaire de base. Alors c'est des grands mots, mais en gros voilà, c'est vraiment au même titre que l'index égalité homme-femme qui peut s'appliquer. Là, c'est un nouvel index des rémunérations, donc une obligation et une charge administrative en plus pour les entreprises, puisque les entreprises vont devoir d'une part communiquer ces chiffres-là au comité social et économique dès lors qu'elles en ont un, et également à l'administration. Donc la directive n'est pas plus précise, mais on suppose que ce sera à la DREETS, donc ce sera voilà, une obligation supplémentaire, et elles vont aussi devoir mettre ces chiffres-là à disposition du public sur leur site internet. Donc ces chiffres seront accessibles à tout le monde, que ce soit aux candidats à l'embauche ou à toute personne. Il faudra que ce soit visible. En fait, on aura l'index égalité homme-femme et puis ce nouvel index en parallèle, tous les deux sur le même site. C'est ça, ce sera quelque chose de différent, mais en gros, oui, c'est un nouvel index des rémunérations. Donc des chiffres en plus à communiquer. Et cette obligation-là, alors, pas de panique, vous allez avoir le temps quand même de mettre tout ça en place, puisqu'en fait, en fonction de l'effectif que vous avez au sein de votre entreprise, le calendrier d'échéance n'est pas le même. Cette obligation, elle va vous incomber au plus tard le 7 juin 2027. Et ensuite, chaque année, pour les entreprises d'au moins 250 salariés. Donc, ça va être les premières concernées. Ensuite, pour les entreprises qui comptent entre 150 et 249 salariés, cette obligation va s'appliquer également au 7 juin 2027 et ensuite tous les 3 ans. Et les dernières concernées seront les entreprises entre 100 et 149 salariés qui seront concernées au 7 juin 2031, puis tous les 3 ans. Donc, il y a encore de la marge, mais voilà. Et donc, selon la directive, cette obligation, elle concernerait les entreprises de plus de 100 salariés, puisqu'elle prévoit que les entreprises de moins de 100 salariés pourront fournir ces obligations-là sur la base du volontariat. Mais là encore, à voir ce que l'État français prévoit en matière de transposition. L'État pourra tout à fait obliger également les entreprises de moins de 100 salariés à fournir ces informations sur la rémunération des salariés et à établir cet index de rémunération. Donc, à voir ce qui sera prévu là encore dans la loi de transposition. Pour le moment, on n'a pas plus d'informations. Et donc, pour les entreprises de moins de 100 salariés, en fait, on ne sait pas. Pour le moment, la directive dit qu'elles peuvent le faire sur la base du volontariat. Ce n'est pas forcément une obligation, mais peut-être que du coup, la loi qui transposera la directive en droit français imposera aussi cette obligation pour les entreprises de moins de 100 salariés. Pour le moment, on ne sait pas. Il faut attendre. Ça marche. Merci beaucoup, Alexandra. On va passer à un petit vrai-faux, ce qui va nous permettre de lancer un petit sondage, sur Webikeo. Et en parallèle, on pourra répondre à quelques-unes de vos questions. Donc, je lance le sondage. La question, c'est: les salariés pourront connaître le salaire de leurs collègues de travail. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Donc, vous avez normalement un petit sondage, une petite pop-in. Voilà. Il y a des premières personnes qui ont répondu, qui sont apparues juste en dessous du chat. Donc, vous avez un petit sondage. Je vous laisse répondre. Et pendant ce temps-là, je vais te poser quelques questions, Alex, des questions qui nous ont été posées sur le chat. Déjà, sur l'annonce d'emploi. Donc, on a vu qu'on pouvait mettre une fourchette. Comment on peut faire la distinction entre le recrutement junior-senior sur un même poste par rapport à la fourchette de rémunération, justement? Alors, alors après, on n'a pas trop d'indications dans la directive à ce niveau-là, mais déjà, la directive n'a pas l'air d'interdire aux entreprises de préciser sur leur annonce que c'est une annonce qui se destine à un profil plutôt junior ou senior. Ça, ce sera toujours possible, comme vous pouvez le faire, je sais pas, recrute gestionnaire de paye junior, ça vous pourrez toujours le faire. C'est un critère qui est objectif, qui n'est pas discriminatoire, puisque tout dépend des besoins aussi de votre entreprise en termes de compétences. Donc ça, vous pourrez toujours le faire. Après, même si vous fixez votre fourchette de rémunération, ça c'est une fourchette qui est propre à votre entreprise. Donc tout dépend, comment vous fixez les salaires dans votre entreprise. Mais il n'y a pas de souci à fixer une fourchette inférieure
si vous recrutez pour un poste junior, ou à fixer une fourchette supérieure si vous recrutez sur un poste senior. Il y a pas, vous serez pas sanctionné parce que la fourchette enfin comment dire, parce que vous adaptez la fourchette Ouais. en fonction du profil que vous recrutez. Je sais C'est pas si vraiment à c'était bien travail dit. égal, enfin, avec les mêmes À travail égal, compétences. salaire égal, Voilà. c'est ça. Avec les mêmes compétences, vous êtes tout à fait en droit de proposer une fourchette inférieure à celle que vous auriez proposée pour un poste senior. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et vous pourrez continuer de préciser profil junior ou profil senior dans votre annonce sans difficulté. D'accord. Il y a Séverine aussi qui nous demande, est-ce que cette obligation concerne également le secteur public ou est-ce que c'est que pour le secteur privé? Alors ça, c'est une bonne question. Je vous avoue qu'il faudrait que je regarde plus en détail. Pour moi, ça concerne le secteur privé, mais il faudrait que je vérifie. Honnêtement, je ne sais pas. Je voudrais pas vous dire une bêtise. D'accord, ça marche. Merci beaucoup, Alexandra. Donc, il y a Barbara qui nous demande, est-ce que cela veut dire qu'un salarié peut demander directement quel salaire touche un autre collègue? Donc ça, on va y répondre tout de suite. Je vais fermer le chat. Vous êtes 80% à nous dire que c'est faux et la réponse est Alors en pratique, c'est faux évidemment, parce que ce serait une atteinte à la vie privée. oui, Après en pratique, c'est vrai que, dans les petites entreprises, il pourrait être facile quand même de pour les deviner, salariés quoi. de connaître, le salaire de leurs collègues. Parce que par exemple, si vous avez que 2 salariés dans une entreprise et que vous en avez un des 2 qui demande le salaire moyen appliqué dans l'entreprise, là le calcul va être, rapide à réaliser. Donc voilà, en pratique, ça peut être compliqué, de maintenir ces informations-là, on va dire entre guillemets, sous silence secrète, quoi. Après, voilà, il faudra bien aussi prendre en compte que vous devez de toute façon respecter le règlement général relatif à la protection des données. Donc, il faudra bien mettre aussi des actions en œuvre pour protéger les données des salariés à ce niveau-là. C'est quand même pas simple cette directive, hein, parce C'est que pas simple du tout. il y a des contradictions un peu partout. Merci beaucoup, Alexandra. Quelles sanctions donc, en cas de non-respect de la transparence salariale pour l'entreprise? Alors, là, pour le moment, ce qu'on sait, c'est que la directive prévoit effectivement des sanctions en cas de non-respect de cette directive. A priori, en cas d'infraction, les entreprises pourront être sanctionnées par une amende administrative qui sera proportionnelle à la masse salariale ou, par une amende forfaitaire en fonction de la gravité du manquement. Mais là encore, du coup, il faut attendre de voir comment, cette directive-là va être transposée en droit français. Mais bon, a priori, voilà, on serait sur la base d'une amende administrative. Après, à voir si ce sera en fonction de la masse salariale ou si cette amende est forfaitaire. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces sanctions-là pourront être appliquées aux diffuseurs d'emploi. Donc les diffuseurs d'emploi, voilà, ce sont tous les sites Mmh. qui diffusent des emplois, enfin des offres d'emploi, pour ne pas les citer. Mais voilà, ces amendes-là pourront aussi s'appliquer à eux. D'accord, merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions, hein, sur cette directive. Aujourd'hui, finalement, on n'a pas toutes les réponses. Est-ce que tu sais quand est-ce qu'on aura plus d'infos de la part du gouvernement? Pas du tout. Là, pour le moment, ils étaient focalisés sur Eh la oui. loi de finances et la loi de financement. Donc là, pour le moment, c'est un peu en stand-by. Après, sachant voilà, que la directive, de toute façon, doit être transposée au plus tard le 7 juin 2026. J'imagine que ça va bouger. Allez, on espère sur le premier trimestre, on y croit. Mais non, pour le moment, je ne sais pas du tout. Il n'y a D'accord. pas plus d'infos. Comme il y a énormément de questions, ce que je vous propose, c'est qu'on organise une webconférence, voilà, dès qu'on en saura plus, dès que tout sera sorti pour vous expliquer, clairement ce qu'on a le droit de faire sur les annonces, une fois que la personne est embauchée et cetera. Ce sera plus clair pour tout le monde. Et donc, on va passer à la deuxième partie qui est sur la loi senior. La loi senior, elle porte pardon, j'ai oublié de vous parler de notre base documentaire. Donc notre base documentaire, vous le savez, sur Jury et Travail, il y a énormément d'informations juridiques. On crée des dossiers qui vous aident à comprendre simplement des notions un peu difficiles, par exemple sur la directive des salaires. Ici, je vous ai mis en avant un dossier qui est sur le SMIC, puisque c'est dans ce dossier-là où on va traiter tout ce qui est salaire minimum. On va parler de la directive des salaires qui est applicable à compter de 2026. Vous pouvez le télécharger dès maintenant, l'acheter dès maintenant, et puis on le fera évoluer de toute façon dans les semaines et dans les mois à venir, et vous aurez toujours accès au dossier qui a été mis à jour.
Donc, je voulais vous en parler. Et puis, vous allez voir tout au long de la présentation, j'ai un peu changé pour ceux qui sont habitués. Je vous ai mis, comme on parle de beaucoup de choses dans cette webconférence, je vous ai mis des liens au fur et à mesure. Comme ça me permet d'avoir une discussion avec Alexandra et pas toujours vous proposer d'acheter des choses sur notre site. Donc, on va passer à la loi senior qui porte pas vraiment son nom puisque, en fait, c'est sur la gestion des carrières, mais de tout le monde, pas seulement des seniors. Donc, ça a un fort impact sur la gestion des carrières. Et donc, la première question, c'est quelles sont les nouvelles obligations de négociation pour, cette fois, l'emploi des seniors? Alors effectivement, oui, cette loi, elle est un petit peu fourre-tout. Il y a plein de choses. Alors elle concerne quand même pas mal les seniors, mais c'est vrai qu'elle va concerner quand même tous les salariés. Juste, elle est entrée en vigueur le 26 octobre 2025, donc il y a déjà des choses qui sont d'ores et déjà applicables. Mais je voulais vous en parler ici parce qu'il va y avoir du coup pas mal d'impact sur votre année 2026 pour votre organisation, notamment au niveau RH. Donc c'est pour ça que je voulais qu'on aborde ça ici. Alors la première nouveauté, effectivement, donc c'est une nouvelle obligation de négocier sur l'emploi des seniors. Donc cette loi senior, elle ajoute une nouvelle obligation de négociation qui est relative à l'emploi et au travail des salariés expérimentés, donc au niveau des branches professionnelles, mais aussi au niveau de certaines entreprises selon leur taille. Alors pour rappel, au niveau des branches déjà, des branches professionnelles, les organisations, elles doivent se réunir au moins une fois tous les 4 ans pour négocier certains thèmes, donc que ce soit sur les salaires, sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, etc. Et donc, depuis l'entrée en vigueur de cette loi senior, les branches professionnelles doivent également négocier concernant l'emploi et le travail des salariés expérimentés en considération de leur âge. Donc, en gros, les branches professionnelles peuvent fixer la périodicité de cette négociation via un accord d'adaptation. Donc là, cet accord-là peut tout à fait prévoir une négociation tous les ans, tous les 2 ans ou tous les 3 ans. Mais quoi qu'il en soit, cette négociation de branche, elle doit être ouverte au moins une fois tous les 4 ans. S'il n'y a pas d'accord de branche, la négociation sur l'emploi des seniors devra être obligatoirement triennale, donc tous les 3 ans. Cette obligation de négocier sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, du coup, elle doit aussi maintenant être également engagée au niveau de l'entreprise. Donc là, sont concernées les entreprises de 300 salariés et plus. Donc maintenant, ces entreprises-là doivent également engager une négociation sur ce thème-là au moins une fois tous les 4 ans si elles ont conclu un accord d'adaptation en ce sens. Là encore, donc l'accord d'adaptation peut très bien prévoir une négociation tous les ans, tous les 2 ans, 3 ans, mais pas au-delà de 4 ans. Et si l'entreprise n'a pas d'accord d'adaptation, eh bien c'est comme pour la négociation de branche. Là, les entreprises de plus de 300 salariés doivent impérativement négocier au moins une fois tous les 3 ans sur ce nouveau thème-là. Concrètement, la négociation collective sur les salariés expérimentés, elle doit porter sur quoi? Vous allez devoir négocier d'une part sur le recrutement des salariés expérimentés, sur les différents moyens et dispositifs que vous pouvez mettre en place au sein de votre entreprise pour maintenir ces salariés-là dans l'emploi. Et également, cette négociation doit porter sur l'aménagement des fins de carrière, donc que ce soit sur les modalités d'accompagnement à la retraite progressive ou sur la mise en place de temps partiel en attendant une mise à la retraite. Elle doit aussi porter sur la transmission des savoir-faire de ces salariés expérimentés-là vers des salariés qui ont plus un profil junior et également sur ce transfert de compétences. Faut savoir qu'il manque encore un décret d'application pour que cette nouvelle obligation soit totalement effective. Donc la loi est entrée en vigueur, mais il nous manque encore un décret. J'ai regardé début de semaine, il était toujours pas paru, mais ça devrait pas tarder. Et par ailleurs, faut savoir aussi que le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, donc qui a été adopté définitivement hier par l'Assemblée nationale, prévoit qu'en l'absence de négociations sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, ou à défaut d'accord d'un plan d'action annuel qui est destiné à favoriser l'emploi des salariés expérimentés,
Les entreprises d'au moins 300 salariés, du coup, seront soumises à un malus sur les cotisations à charge de l'employeur qui sont dues au titre de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage. Donc concrètement, ça veut dire que si vous ne négociez pas dans les entreprises de plus de 300 salariés sur cette thématique-là, vous risquez de voir votre cotisation assurance vieillesse, assurance veuvage augmenter. Mais là encore, il faudra attendre un décret OK. pour déterminer pardon, les modalités relatives au malus. Donc, voilà. Alors pour ça, moi, je vous invite à vous inscrire, à vous abonner à notre newsletter, hein, on fera forcément un paragraphe dessus quand ça sera sorti, mais aussi à notre page LinkedIn, de Jury Travail puisque, là-dessus, tous les jours, on poste de l'actualité juridique, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. OK, donc pour les emplois des seniors, il y a quand même des choses à prendre en compte, même si tout n'est pas encore très clair, quoi, finalement. Oui, voilà, il manque encore des décrets, mais là, voilà, ça n'empêche pas de commencer Ouais, à oui, oui. organiser ces négociations pour 2026. Voilà, Dès aujourd'hui, tout à fait. oui, dès La aujourd'hui. la la 2e le deuxième point, concerne l'entretien professionnel. Ici aussi, il y a des évolutions à prendre en compte. Oui, alors ouais, les entretiens professionnels, du coup, donc ils ont été réformés par cette, loi senior et donc depuis le 26 octobre 2025, ils sont devenus les entretiens de parcours professionnel. Donc la loi senior, du coup, elle a engendré plusieurs modifications. Elle a précisé déjà d'une part le contenu de ces entretiens de parcours professionnel. Donc c'est des entretiens qui sont un peu plus poussés que, l'ancien entretien professionnel qui pouvait exister. Donc, par exemple, là, l'entretien de parcours professionnel, il doit être consacré maintenant plus aux compétences du salarié et aux qualifications que le salarié peut mobiliser dans son emploi actuel et à l'évolution de ses qualifications au regard des transformations de l'entreprise. L'entretien doit porter aussi sur la situation et le parcours professionnel du salarié, notamment au regard des évolutions des métiers qu'il peut y avoir dans l'entreprise et des perspectives d'emploi que vous pouvez lui proposer. Cet entretien-là, il doit aussi porter sur les besoins de formation du salarié qui sont liés du coup à son activité professionnelle actuelle, mais aussi aux besoins de formation que le salarié pourrait avoir pour évoluer dans l'entreprise ou au regard par exemple d'un projet de transformation qui va être mené prochainement dans votre entreprise. L'entretien de parcours professionnel, il doit aussi porter évidemment sur les souhaits d'évolution du salarié, donc que ce soit sur des souhaits de reconversion interne ou externe, sur un projet de transition professionnelle, un bilan de compétences ou même une validation des acquis et de l'expérience. Et enfin, l'entretien de parcours professionnel doit porter aussi sur tout ce qui concerne l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, le CPF, et aux divers abondements que l'employeur est susceptible de réaliser pour financer certaines formations, par exemple. Donc, grosso modo, c'est toujours un petit peu la même essence que l'entretien professionnel, mais là, c'est beaucoup plus poussé et beaucoup plus développé sur le parcours professionnel du salarié et son évolution au sein de l'entreprise ou même en dehors dans le cas d'une reconversion. Là où il y a vraiment un changement en la matière, c'est en ce qui concerne la périodicité de ces entretiens-là. Il faut savoir que maintenant, donc l'entretien de parcours professionnel, il doit avoir lieu dès la première année d'embauche, alors qu'avant, il fallait attendre 2 ans pour organiser l'entretien professionnel. Maintenant, dès la première année d'embauche, vous devez organiser cet entretien de parcours professionnel. Autre changement aussi, une fois que vous aviez organisé ce premier entretien de parcours professionnel, vous devez ensuite l'organiser tous les 4 ans. Alors qu'auparavant, C'était l'entretien tous les 2 ans. professionnel, c'était tous les 2 ans. Mmh. Maintenant, c'est tous les 4 ans, sauf si vous avez un accord collectif d'entreprise ou un accord de branche qui fixe une périodicité différente. Mais sinon, maintenant, c'est tous les 4 ans. Autre modification aussi, vous avez toujours l'obligation de proposer un entretien au retour de certaines périodes d'interruption de travail, type congé maternité, arrêt maladie longue durée, congé parental, mais uniquement si aucun entretien de parcours professionnel n'a lieu dans les 12 mois qui précèdent la reprise de l'activité. Et ça aussi, c'est nouveau, puisqu'avant, vous deviez automatiquement proposer un entretien professionnel au retour de congé du salarié. Maintenant, c'est uniquement s'il n'y a pas eu d'entretien de parcours professionnel dans les 12 mois précédant la reprise. D'accord.
Et autre modification, ça concerne aussi la périodicité du bilan de parcours professionnel. Avant, si vous vous rappelez, l'entretien professionnel, tous les 6 ans, on devait réaliser un entretien bilan. Et bien maintenant, avec cet entretien de parcours professionnel, ce bilan est réalisé tous les 8 ans. Donc là, en fait, la loi senior a vraiment rallongé les délais, les périodicités entre chaque entretien. Et une petite précision aussi qui est importante que j'ai relevée ce matin et qui, je pense, peut-être vous interroge. Faut savoir que le ministère du Travail a apporté une précision concernant cette périodicité qui s'applique en fait à partir de la date du dernier entretien et non à compter de l'entrée en vigueur de la loi en octobre 2025. Donc par exemple, admettons, vous avez fait passer un entretien à votre salarié en janvier 2025. Donc là, prochain entretien, ce sera dans 4 ans, Oui. mais 4 ans à partir de janvier 2025, D'accord. pas 4 ans à compter de octobre 2025. Ouais, ok. C'est bien à compter de janvier. Donc en Voilà. fait, on reprend les anciens entretiens et on ajoute 4 ans au lieu de 2, quoi, finalement. C'est ça, exactement. Par contre, alors, c'est pas si simple que ça non plus. Pour les entreprises qui appliquent un accord d'entreprise ou de branche qui porte justement sur la périodicité des anciens entretiens professionnels, D'accord. ces entreprises-là disposent d'un délai supplémentaire pour se mettre en conformité. Il y a un délai qui vous est laissé pour négocier un nouvel accord et vous mettre en conformité jusqu'au 1er octobre 2026. Ok. Au 1er octobre 2026, si vous n'avez pas négocié d'accord d'entreprise ou si la branche n'a pas négocié de nouvel accord, dans ce cas-là, les accords que vous appliquiez antérieurement seront automatiquement annulés et ce seront les dispositions du Code du travail qui prendront le relais si vous n'avez pas de nouvel accord. Ok. Donc voilà à ce niveau-là. Et ensuite, concernant encore ces entretiens-là, la loi senior aussi maintenant prévoit qu'il y a un entretien de parcours professionnel de mi-carrière doit être organisé dans les 2 mois qui suivent la visite médicale du salarié âgé de 45 ans. Donc ça aussi, c'est nouveau. Vous devez du coup faire passer une visite médicale à votre salarié à ses 45 ans. Et dans les 2 mois qui suivent, vous devez aussi fixer un entretien de parcours professionnel de mi-carrière. Donc voilà, Donc c'est en plus de l'entretien pro. Ça prend le relais, oui, c'est en plus du coup de l'entretien. Si on a fait par exemple l'entretien là en janvier et que le salarié a 45 ans en juin, il faut refaire à partir du mois de juin. Alors, a priori, c'est ce qu'on comprend de cette loi senior. En pratique, je vous avoue qu'on ne sait pas trop. Enfin, ça fait beaucoup d'entretiens en peu de temps, mais la loi ne dit pas que ces entretiens-là peuvent être repoussés s'il y a déjà eu, par exemple, un entretien effectivement au mois de janvier. Donc, on en déduit que cet entretien-là est quand même obligatoire dans les 2 mois qui suivent. Et Annie, elle se pose une autre question que j'allais poser également, c'est si le salarié a été embauché à 45 ans. Donc, il commence, on lui fait un entretien de mi-carrière. Ah oui, du coup, Voilà. alors là, il faudra voir en pratique si il est possible de joindre l'entretien qui doit être réalisé dès la première embauche avec celui de mi-carrière. Après, ils n'ont pas forcément le même objet, ils ne sont pas forcément orientés de la même manière dans les sujets qui sont abordés. Donc, peut-être distinguer en 2 parties en pratique, une partie liée à l'embauche et au souhait d'évolution dans l'entreprise, comment le salarié se projette, et peut-être une autre partie dédiée plus, on va dire, à la deuxième partie de carrière, donc là plus sur l'accompagnement jusqu'à la fin de sa carrière. En pratique, j'avoue que c'est assez flou, à voir. D'accord. Ouais. Et cette loi senior-là aussi, elle impose aux entreprises d'organiser un autre entretien qui est le rendez-vous de dernière partie de carrière et qui doit avoir lieu entre les 58 ans et les 60 ans du salarié. Donc là, c'est un entretien qui doit permettre en fait justement de préparer la fin de sa carrière. Donc là, on va aborder tout ce qui est aménagement éventuellement du poste de travail si c'est nécessaire. On va aborder aussi tout ce qui touche à la retraite progressive. Donc voilà. Et donc voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, Alexandra. Quelques questions pratico-pratiques. Il y a Marine qui nous demande, je devais faire réaliser le bilan de 6 ans pour plusieurs salariés en janvier 2026. Du coup, est-ce que ça passe à 8 ans? Alors,
Je réfléchis en même temps. Janvier 2026, OK. Alors si, vous n'avez pas d'accord d'entreprise ou qu'il y a pas d'accord de branche qui fixait cette périodicité-là, des anciens entretiens, professionnels, donc y compris des bilans. Si vous n'avez pas d'accord, dans ce cas-là, 8 ans, donc vous repoussez de 2 ans. Par contre, si vous avez un accord qui fixe cette périodicité-là, et qu'il n'y a pas eu d'accord, entre-temps, là, depuis le 26 octobre 2025 qui a été renégocié, dans ce cas-là, vous devez appliquer encore les dispositions de l'accord tant que votre entreprise ou votre branche n'a pas renégocié un accord. D'accord. On nous demande aussi beaucoup sur le chat des modèles d'entretien de parcours pro. On en a sur le site. Maintenant, est-ce qu'ils sont il me semble qu'ils sont à jour. Moi, je vous encourage Oui. à aller sur le enfin voilà, allez sur le dossier là. J'ai mis le lien sur les entretiens pro. Et puis à l'intérieur de ce dossier, vous allez pouvoir trouver différentes trames et dont la trame pour les entretiens professionnels. Oui, il a été tout fraîchement établi, il n'y a pas très longtemps. Bah oui, c'est tout nouveau, donc vous pouvez le télécharger directement sur le site. Benoît vous a envoyé des liens pour la convocation à l'entretien annuel d'évaluation ou à l'entretien de parcours professionnel. Mais il y a aussi des trames qui sont beaucoup plus larges sur quelles questions je dois poser, comment je dois évaluer mon salarié, etc. Alors, Alexandra, il est déjà 14h40 et on n'est qu'à la partie 2 et on a encore énormément de choses à voir. Donc, on se dépêche. Sur le CDI senior, qu'est-ce que le contrat de valorisation de l'expérience? Alors ça, c'est aussi une grosse nouveauté. Donc c'est un contrat en fait qui permet aux entreprises de bénéficier d'un régime social de faveur en recrutant en fait un chômeur âgé d'au moins 60 ans et tout en ayant la possibilité de pouvoir le mettre à la retraite dès qu'il sera en mesure de bénéficier d'une retraite à taux plein, d'une pension à taux plein. Et donc ce CDI senior, il est en place depuis le 26 octobre 2025 à titre expérimental, donc pour une durée de 5 ans, donc pour le moment jusqu'en 2030. Et l'objectif, c'est vraiment de lever les freins au recrutement des demandeurs d'emploi seniors qui sont des demandeurs d'emploi qui peinent à retrouver un emploi lorsqu'ils se retrouvent au chômage. Donc les conditions pour pouvoir embaucher un senior en CDI senior, il faut que ce demandeur d'emploi soit âgé d'au moins 60 ans ou d'au moins 57 ans si une convention ou un accord au sein de votre entreprise le prévoit. Il faut évidemment que cette personne soit inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de France Travail et il ne faut pas qu'elle bénéficie déjà d'une pension de retraite à taux plein. Si ces 3 conditions-là sont remplies, vous pouvez proposer un contrat de valorisation de l'expérience. Ce contrat-là, il obéit exactement aux mêmes règles que le CDI classique, à la différence, comme je vous le disais, qu'il offre la possibilité de mettre votre salarié à la retraite dès qu'il remplit les conditions. Que vous dire d'autre ? Cette mise à la retraite, elle pourra être possible dès l'âge de 67 ans, contre 70 ans si vous n'avez pas conclu de contrat de valorisation de l'expérience. Donc ça vous permet quand même de gagner 3 ans pour mettre un salarié d'office à la retraite. Ou la mise à la retraite peut aussi se faire à compter de l'âge de 67 ans si le salarié justifie d'une durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Donc on voit quand même que ça vous permet d'embaucher un salarié senior et de gagner quelques années pour lui proposer une mise à la retraite d'office. Et il faut savoir aussi, chose importante, c'est que dans le cadre du contrat de valorisation de l'expérience, vous êtes exonéré de la contribution qui pour le moment est fixée à 30% sur l'indemnité versée à l'occasion de la mise à la retraite. Donc ça, c'est pas négligeable non plus. Ça fait quand même une sacrée somme. Et par contre, si ces conditions-là ne sont pas respectées, donc si le contrat n'est pas signé dans les conditions qui ont été données par la loi, dans ce cas-là, la rupture du contrat de travail, elle constitue un licenciement classique qui implique du coup le versement des indemnités qui correspondent au licenciement, avec tout le régime social également qui s'applique à ces indemnités-là. Oui, merci beaucoup. De la même manière, si vous voulez plus d'informations sur le CDI senior, n'hésitez pas à aller le télécharger directement sur le site. La question suivante, c'est sur la retraite progressive. Est-ce qu'il y a des modalités spécifiques et quels sont les impacts pour l'entreprise? Alors, juste petit rappel, la retraite progressive, donc elle permet aux salariés de réduire son activité
en passant à temps partiel. Et donc, ça lui permet de percevoir une fraction de sa retraite tout en continuant à améliorer ses droits pour la retraite. Et donc, jusqu'à présent, vous pouviez refuser une demande de retraite progressive si vous étiez en mesure de justifier de l'incompatibilité de la durée du travail demandé par le salarié avec l'activité économique de votre entreprise. Avec l'entrée en vigueur de la loi senior, du coup, la justification que vous devez apporter pour justifier votre refus quant à la demande de retraite progressive du salarié, cette justification-là, elle est beaucoup plus stricte. Maintenant, vous devez être en mesure de montrer que le passage en retraite progressive du salarié aurait des conséquences sur la continuité de l'activité de votre entreprise ou du service concerné, et que du coup, ça impliquerait des difficultés pour procéder à un recrutement ensuite sur le poste proposé. Donc cette justification-là, elle est vraiment plus stricte qu'avant. Donc voilà, soyez vigilants là-dessus si vous souhaitez refuser une demande de retraite progressive à un salarié. D'accord. La question suivante, c'est la question des mandats. On se souvient que les mandats avaient un nombre limité de renouvellement, et il me semble que maintenant, avec la loi senior, ce n'est plus forcément le cas. Exactement, oui. Là, donc les membres du CSE sont élus pour 4 ans et on ne pouvait pas excéder 3 mandats successifs. Là, aujourd'hui, la loi senior a purement et simplement supprimé la limitation du nombre de mandats successifs. Donc si vous avez des élections CSE qui doivent avoir lieu en 2026, sachez que les membres du CSE pourront être élus plusieurs fois, même si ça faisait déjà 3 mandats qu'ils occupaient. Ils pourront encore être réélus une 4e fois sans problème. Mmh. Je vous ai mis aussi le lien vers le dossier sur l'organisation des élections. On a fait une webconférence il n'y a pas si longtemps sur justement les élections au mois d'octobre. N'hésitez pas à aller la regarder. La dernière question sur la loi senior, c'est le bonus-malus assurance chômage. Est-ce qu'il y a des évolutions à prévoir? Alors oui, sur le bonus-malus, donc la loi senior, elle fait évoluer ce dispositif-là à compter du 1er mars 2026. Donc, si vous vous rappelez, le dispositif du bonus-malus, en fait, donc déjà, il s'applique aux entreprises de 11 salariés et plus qui appartiennent à un secteur d'activité où il y a un taux de séparation médian qui est supérieur à 150%. Donc, et le taux de contribution d'assurance chômage, donc qui s'applique aux entreprises concernées, il peut être minoré ou majoré en fonction de certains critères pour lutter au recours massif au contrat précaire, contre le recours massif au contrat précaire. Et du coup, donc la loi senior, elle permet aujourd'hui d'exclure, à compter du 1er mars, d'exclure du calcul du taux de rupture de contrat certains cas de rupture qui ne relèvent pas de la volonté de l'employeur. Donc, comme la démission ou au même titre que la démission ou que la fin de contrat d'apprentissage, la loi précise désormais que ne seront plus pris en compte dans le bonus-malus les ruptures liées à un licenciement pour une aptitude consécutif à une maladie ou à un accident d'origine non professionnelle. Ne seront plus pris non plus en compte dans ce calcul-là le licenciement pour faute grave et le licenciement pour faute lourde. Donc en gros, les ruptures de contrat de travail, indépendantes de la seule volonté de l'employeur, n'auront plus aucun effet sur le bonus-malus applicable à l'entreprise. Et une autre petite précision importante concernant le bonus-malus qui concerne une fourchette, peut-être d'entre vous, mais important quand même. À compter du 1er mars, il faut savoir que le bonus-malus ne s'appliquera plus au secteur travail du bois, industrie du papier et imprimerie, parce que du coup, le taux de séparation moyen n'est plus supérieur à 150% sur la période qui servait de calcul. Donc, du coup, ce bonus-malus n'a plus lieu d'être pour ce secteur d'activité-là. Voilà. D'accord, merci beaucoup Alexandra. Je vous invite à passer à la 3e partie sur la réforme du financement de l'apprentissage. C'est un sujet qui est là depuis plusieurs mois maintenant. D'abord, de quoi s'agit-il, Alexandra ? Alors, cette réforme de l'apprentissage, elle a été amorcée au 1er juillet 2025. Il y a déjà eu plusieurs mesures qui sont rentrées en vigueur. Je ne vais pas y revenir ici dans le détail, mais il y a une webconférence qui est prévue en début d'année prochaine sur la réforme de l'apprentissage. Donc, on reparlera de ça à ce moment-là. Mais en gros, là, donc les principales nouveautés qui vont vous affecter sur ce début d'année 2026, déjà, c'est la proratisation des aides à l'embauche des apprentis. Il faut savoir
que depuis le 1er novembre 2025, les modalités de versement des aides en faveur de l'embauche des apprentis ont été réformées. Actuellement, vous avez 2 dispositifs qui coexistent. Vous avez l'aide unique, donc qui est réservée aux entreprises de moins de 250 salariés, qui peut s'élever jusqu'à 5 000 € et qui est versée pour la première année du contrat. Et vous avez l'aide exceptionnelle qui est versée pour les contrats d'apprentissage conclus jusqu'au 31 décembre 2025. Là encore, pour la première année d'exécution du contrat. Et donc, cette aide peut aller de 2 000 à 5 000 € en fonction de l'effectif de l'entreprise. Et donc, jusqu'à présent, ces aides-là étaient versées mensuellement sans tenir compte de la date de début ou de fin de contrat. Désormais, pour les contrats qui sont conclus depuis le 1er novembre 2025, les aides sont proratisées en fonction du nombre de jours réellement travaillés. Donc, si le contrat débute ou s'achève en cours de mois, vous ne percevrez plus la mensualité entière comme c'était le cas avant. Et donc, du coup, cette mesure constitue vraiment une baisse des aides pour les entreprises. Mmh. Et la deuxième mesure, qui du coup est en lien avec celle que je viens de vous expliquer ici, c'est le décalage du calendrier de paiement des aides à l'embauche des apprentis. Effectivement, à la proratisation des aides à l'embauche des apprentis s'ajoute un décalage du premier paiement de l'aide pour les contrats qui ont été signés à compter du 1er novembre 2025. D'accord. Donc, concrètement, donc là, le ministère du Travail, en fait, a annoncé que l'éligibilité aux aides pour les contrats signés à compter du 1er novembre 2025 ne serait étudiée qu'à partir de mi-février 2026. Donc, concrètement, les versements d'aides vont débuter qu'en mars 2026. D'accord. Donc, si vous avez signé un contrat à compter du 1er novembre, ne vous attendez pas à toucher les aides concernant l'embauche des apprentis, puisque de toute façon, vous ne percevrez rien avant mars 2026. Donc, ça risque aussi, ça, d'avoir un impact sur la trésorerie des entreprises, notamment les petites. Oui. Et par contre, si vous avez signé un contrat avant le 1er novembre, et que ce contrat est toujours en cours, là, vous n'êtes pas concerné par le report de paiement des aides. Les versements se poursuivront normalement jusqu'à mi-février 2026. Par contre, si jamais le contrat qui a été conclu se termine ou est rompu avant mi-février 2026, dans ce cas-là, la proratisation du dernier mois va s'appliquer. Et du coup, vous risquez d'avoir une demande de remboursement de la part de l'Agence de services et des paiements. Et si la rupture intervient après mi-février, la proratisation, elle s'appliquera automatiquement à partir du mois de février, donc il n'y aura aucune incidence sur la cadence des paiements pour l'aide à l'embauche. Voilà. D'accord. Donc Et ça, c'est des modifs qui ont eu lieu là en cette fin d'année, mais qui du coup vous impactent sur votre premier trimestre 2026. oui, bien sûr. Et du coup, la question Claudine, est-ce que les aides seront reconduites en 2026? Alors, donc pour l'heure, on ne sait pas si l'aide exceptionnelle à l'embauche d'un apprenti va être reconduite en 2026. Normalement, elle prend fin le 31 décembre 2025 et la reconduction aurait nécessité un décret. Là, pour le moment, le gouvernement n'a pas fait d'annonce particulière à ce sujet, donc pour le moment, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que l'enveloppe globale qui est dédiée aux aides à l'apprentissage, elle va diminuer d'environ 1 milliard d'euros en 2026 par rapport à 2027. Donc, à voir. Et on a reperdu Alexandra. attendez, oui, c'est bon. Je suis revenue là. Voilà, c'est bon. Et concernant l'aide unique, donc ça, c'est un dispositif pérenne qui nécessite pas de décret pour être prolongé au-delà du 31 décembre 2025. Mais là encore, on ne sait pas trop ce que va nous pondre, entre guillemets, le gouvernement. On n'est pas à l'abri non plus qu'il modifie le montant de l'aide qui sera accordée au titre de l'aide unique. Donc, il va bien falloir rester vigilant là-dessus sur cette fin d'année, début d'année, parce que généralement, les décrets concernant les aides à l'embauche paraissent fin décembre, début janvier. Donc, il faut que vous restiez en alerte là-dessus. Pour le moment, je n'ai pas plus d'informations là-dessus.
Oui, d'accord, merci beaucoup. Si jamais il y a des questions, hein, comme Sandra, très spécifiques sur les dates de recrutement, je vous invite vraiment à nous envoyer un mail ou à passer par le formulaire en ligne. Là, vous avez j'ai une question, parce que là, il est 54 et on a encore 2 parties à voir, donc je suis désolée, on va pas pouvoir répondre à toutes les questions. Donc, on va passer à la 4e partie sur le budget de la sécurité sociale. Et donc, j'ai oublié de vous parler du dossier sur l'apprentissage dans lequel on réexplique tout ça. Vous pouvez le télécharger, vous abonner. Il y a des modèles de lettres qui vont faire gagner du temps aussi directement. Et puis, ben, voilà, on vous explique tout et il sera mis à jour au fur et à mesure des informations délivrées par le gouvernement, des différents décrets qui seront publiés. La 4e partie, c'est sur le PLFSS 2026, donc qui a été signé en début de semaine. La première question, c'est on avait entendu parler de l'augmentation de la durée annuelle du travail et finalement non. Alors oui, juste une petite précision avant. Donc effectivement, le PLFSS, il a été définitivement adopté par l'Assemblée nationale hier. Donc a priori, il devrait être la loi de financement devrait être promulguée en l'état, sous réserve qu'il n'y ait pas une saisine du Conseil constitutionnel, puisque notamment le groupe LFI a annoncé vouloir saisir le Conseil constit. Donc à voir. Mais normalement, toutes les mesures qu'on va voir là rentreront en vigueur en l'état. Donc oui, effectivement, donc il y avait eu une annonce de fait sur l'augmentation de la durée annuelle du travail. Ça, finalement, ce ne sera pas le cas. Il y avait eu un amendement qui était proposé de faire augmenter la durée du travail. La durée annuelle du travail à 1619 heures au lieu de 1607 heures. Finalement, ça n'a pas été repris hier par l'Assemblée nationale, donc du coup, ça ne bougera pas. La durée annuelle du travail reste bien fixée à 1607 heures. Très bien. Il y a la création d'un nouveau congé de naissance. Alors ça, oui, c'est un gros sujet. On en entend parler depuis un moment. Oui. Ça devait déjà rentrer en vigueur en début 2025. Ça n'a pas été le cas. Donc là, ils ont pris toute l'année pour remanier la chose. Finalement, il y a bien un nouveau congé supplémentaire de naissance qui va voir le jour en 2026. Alors, a priori, ce serait à compter du 1er janvier. Mais c'est a priori. Donc ce congé-là, il va être d'une durée de 1 mois ou 2 mois au choix du salarié. Il va pouvoir bénéficier aux 2 parents, ce qui va permettre à vos salariés, par exemple, si vous avez 2 salariés en couple qui travaillent dans la même entreprise, il faut savoir qu'ils auront la possibilité de porter ce congé à 4 mois au total, en comptant les 2 parents. Il pourrait être aussi fractionné en 2 périodes chacune, en deux périodes, oui. Et ce congé, il faut savoir aussi donc qu'il ne sera pas indemnisé par l'employeur, hein, il sera financé via le versement d'indemnités journalières, à condition que le salarié remplisse effectivement les conditions nécessaires. Et faut savoir, donc, comme je vous le disais, que ce congé va entrer en vigueur normalement au 1er janvier 2026. Et donc, il va concerner vos salariés dont les enfants naîtront ou seront adoptés à compter de cette date, ainsi que ceux dont l'enfant est né avant cette date, mais dont la naissance était censée intervenir à compter du 1er janvier 2026. Mais, comme je vous le disais, il y a en pratique, il y a peu de chances que ça s'applique réellement au 1er janvier 2026, puisqu'il y a des décrets qui sont attendus, notamment en ce qui concerne le délai de prévenance dont disposera le salarié pour prévenir son employeur qu'il souhaite bénéficier de ce congé, ou également sur la durée et le délai dans lequel les jours de congé pourront être pris. Tout ça, ça doit être fixé par décret. Donc, on attend ces décrets pour que ça puisse s'appliquer. Et là, on est déjà le 18 décembre. Pas sûr que les décrets paraissent avant le 1er janvier. Mais on peut avoir des bonnes surprises. Et il faut aussi évidemment que les entreprises puissent s'adapter à cette nouveauté, puisqu'il va falloir faire des réajustements au niveau du paramétrage pour vos DSN. Donc, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça du jour au lendemain. Et puis, il faut aussi que l'assurance maladie s'empare du sujet, puisqu'il va falloir qu'elle mette tout en pour déclencher cette nouvelle indemnisation des salariés concernés. Donc, c'est pareil, ça va pas se faire comme ça en quelques jours. Donc, techniquement, une entrée en vigueur au 1er janvier, ça me semble quand même assez compromis. Mais bon, à suivre. D'accord, merci beaucoup. L'autre sujet du PLFSS, alors le dossier, voilà. L'autre sujet du PLFSS, c'est sur les ruptures conventionnelles et les mises à la retraite, et notamment la hausse de la contribution patronale.
Alors oui, ça aussi effectivement, ça va vous impacter. Donc depuis le 1er septembre 2023, vous savez que vous devez vous acquitter d'une contribution patronale unique, qui correspond à 30 du montant de l'indemnité de rupture conventionnelle ou de mise à la retraite, non soumise à cotisation. Cette contribution, vous vous rappelez, elle avait, remplacé le forfait social qui était applicable auparavant. Oui. Et bien là, le PLFSS 2026 a prévu d'augmenter, cette contribution de 10 points, donc faisant passer du coup la contribution unique de 30 à 40 Donc ça va rendre du coup plus coûteuses notamment les ruptures de contrat via les ruptures conventionnelles et c'est tout l'objectif du gouvernement justement qui souhaite éviter que les entreprises contournent notamment le régime social qui est propre, aux indemnités de licenciement puisque à l'heure actuelle, on sait qu'un licenciement généralement coûte plus cher qu'une rupture conventionnelle. Le but du gouvernement, c'est d'éviter qu'il y ait trop de ruptures conventionnelles et de favoriser les licenciements. Parce que comme le régime social est plus important, et bien voilà. D'accord. Il y a de l'argent qui rentre. Merci beaucoup pour ton explication. Ensuite, il y a le fait sur les déductions forfaitaires des cotisations patronales sur les heures supplémentaires cette fois. C'est ça. Donc ouais, actuellement, les entreprises bénéficient d'une déduction forfaitaire de leur cotisation patronale sur les heures supplémentaires, donc qui est fixée à 1,50 € de déduction de cotisation patronale par heure supplémentaire effectuée pour les entreprises de moins de 20 salariés et 0,50 centimes pour les heures supplémentaires effectuées dans les entreprises de 20 à 249 salariés. Il y a un amendement qui avait été adopté au mois de novembre et qui du coup a été confirmé hier en deuxième lecture par l'Assemblée nationale et qui prévoit du coup d'étendre cette déduction forfaitaire de 50 centimes pour les entreprises de 250 salariés et plus à compter du 1er janvier 2026. Donc du coup, ça permettrait de mettre les entreprises sur un même pied d'égalité à part celle de moins de 20 salariés, mais c'est aussi proportionnel, et aussi d'encourager du coup le recours aux heures supplémentaires dans les entreprises. Ça marche, très clair. Merci beaucoup Alexandra. Et le dernier point, c'est sur la visite médicale. Il y avait toute une question de maintien ou pas de la visite médicale de reprise après un congé mat. Oui, effectivement. Donc, à la base, le PLFSS prévoyait de supprimer cette obligation-là. Le but, c'était de favoriser la reprise rapide du travail des salariés et diminuer les indemnités journalières qui sont versées aux salariés parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a une pénurie médicale au niveau des médecins pour les services de prévention et de santé au travail. Et du coup, l'organisation des visites de reprise dans le délai de 8 jours qui normalement est fixé et dans les 8 jours suivant la reprise du travail, c'est difficile d'organiser cette visite de reprise dans ce délai-là. Et donc, c'est assez fréquent que des salariés, du coup, se voient prescrire un arrêt de travail en attendant de pouvoir passer leur visite de reprise. Donc, ça coûte de l'argent à la sécurité sociale aussi. Et donc, du coup, finalement, cette mesure a été supprimée du PLFSS. Donc, il y aura bien toujours une visite médicale obligatoire après un congé maternité dans le délai normalement de 8 jours suivant la reprise. La reprise. D'accord, merci beaucoup. Alors c'est vrai que ça a été voté là très récemment, hein. On vous donne toutes les informations que nous on a pu voir. Que Alexandra, ça fait quand même plusieurs mois maintenant qu'elle suit au quotidien les allers-retours de ce projet de loi. Donc il y a forcément d'autres éléments. On n'a pas le temps d'en parler pendant cette webconf. Il faudrait vraiment faire un truc dédié à ce budget-là, une webconf dédiée à ce projet, à cette loi-là. Donc n'hésitez pas à rester connecté sur jurytravail.com, sur notre page LinkedIn, sur les réseaux sociaux, puisque au fur et à mesure des informations, on alimente l'ensemble de nos contenus. Tu voulais ajouter quelque chose, Alex ? Non, juste que on a 2 actus qui sont dédiées, notamment une sur le projet de loi de financement de la Sécu et une sur la loi de finances pour 2026, qui sont très complètes et elles sont mises à jour là en ce moment quasiment tous les jours en fonction des nouveautés et des changements qu'il peut y avoir. Donc n'hésitez pas à aller les consulter, elles sont très intéressantes. Et évidemment, il y a tellement de points dans ces 2 budgets-là qu'on peut pas tout aborder, il y a trop de choses. Oui. C'est frustrant. Tu fais le lien justement avec notre dernière partie sur la loi de finances pour 2026. Et donc, le premier point sur lequel on voulait échanger, c'était la facturation électronique. On se rappelle que c'était pour 2026, il me semble. 1er C'est septembre. ça.
Ça fait un moment qu'on en entend parler de ça aussi, la facturation électronique. Donc, juste pour rappel, cette facturation électronique, elle concerne les entreprises qui sont assujetties à la TVA et qui réalisent des opérations d'achat et de vente de biens et ou de prestations de services sur le territoire national, donc en France. Et du coup, donc, ce déploiement de la facturation électronique en France, il va s'accélérer et ce de manière progressive, puisqu'à compter du 1er septembre 2026, toutes les entreprises vont avoir l'obligation de pouvoir réceptionner des factures dématérialisées. Donc ça, déjà, c'est le premier point. Et ensuite, à compter du 1er septembre 2026, les grandes entreprises et celles de taille intermédiaire vont avoir l'obligation d'émettre des factures dématérialisées. Et pour les micros, les petites et moyennes entreprises, cette obligation d'émettre des factures dématérialisées, elle entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2027. Donc vous avez encore un petit peu plus de temps. Et donc le projet de loi de finances pour 2026 contribue vraiment à concrétiser ce projet puisqu'il apporte entre autres pas mal de mesures de correction au dispositif pour le rendre opérationnel du coup à date au 1er septembre 2026 et du coup il prévoit la mise en place de plusieurs plateformes de dématérialisation partenaires auxquelles auront accès les entreprises pour justement progresser dans cette dématérialisation et la facturation électronique. Et il prévoit aussi la construction d'un annuaire des destinataires. Alors, on ne sait pas trop ce que c'est en soi concrètement, mais ça devrait permettre normalement de faciliter les échanges entre ces plateformes de dématérialisation. Donc à voir concrètement comment ça va se matérialiser, on ne sait pas trop. Et je ne vais pas rentrer trop dans les détails, enfin pas plus dans les détails ici non plus, mais il faut savoir que le PLF 2026 alourdit également le régime des sanctions applicables pour les entreprises qui ne respecteront pas cette obligation de facturation électronique. Donc voilà, il y a plusieurs sanctions qui sont prévues à ce niveau-là. Très bien, merci beaucoup Alexandra. Et puis le dernier point, c'est sur la suppression de la CVAE, donc de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Oui, et là encore, ça fait un moment qu'on en entend parler, c'est toujours repoussé, les échéances diffèrent. Bon là, finalement, a priori, on devrait en voir le bout. Normalement, la suppression était prévue pour 2024. Et donc la suppression a été échelonnée jusqu'en 2027 par la loi de finances pour 2024, puis repoussée en 2030 par la loi de finances pour 2025. Là, la loi de finances pour 2026, enfin le projet du moins, propose d'accélérer finalement de 2 ans la suppression de la CVAE, puisque du coup, on considère que c'est un frein à la compétitivité des entreprises françaises. Donc normalement, si le projet de loi de finances est voté en l'état, les entreprises qui sont assujetties à la CVAE devraient bénéficier d'un abattement de ce taux à 0,19% en 2026, puis 0,09% en 2027, pour une suppression définitive du coup en 2028 au lieu de 2030, comme ça avait été prévu l'année dernière par la loi de finances pour 2025. D'accord. Voilà. Très bien, merci beaucoup. On arrive au terme de cette webconférence. Merci beaucoup Alexandra et merci beaucoup Benoît. Merci à tous d'avoir participé. Vous étiez très nombreux aujourd'hui. Si vous avez des questions, comme je le mettais sur cette slide, vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voulez. Vous pouvez tester finalement gratuitement notre abonnement. Vous posez votre question et un juriste vous répond. Avec Alexandra, vraiment, on a à cœur de préparer ces webconférences. C'est quelque chose qui est important pour nous. Si vous souhaitez nous proposer des sujets pour l'année prochaine, n'hésitez pas. Et puis, c'est aussi l'occasion, puisque c'était la dernière webconférence de l'année, de remercier Alexandra et Kevin, avec qui je réalise ces webconférences 2 fois par mois, qui sont toujours un moment d'échange avec vous et ça nous tient vraiment à cœur. Donc, vraiment merci beaucoup Alexandra, merci beaucoup Kevin. On vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année et on se retrouve en janvier. En janvier, on a déjà prévu 2 nouvelles webconférences, une le 15 avec Kevin sur les primes et les avantages et une le 20, j'arrive pas à dire sur la slide parce qu'il y a une flèche qui est juste dessus, mais vous le voyez. 27, merci janvier, avec Alexandra. Donc sur la réforme de l'apprentissage. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est totalement gratuit et puis comme vous le voyez, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc on vous souhaite de la part du Jury Travail de très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve en janvier en pleine forme pour ces 2 nouvelles webconférences. D'ici là.
Vas-y, Alex. Et merci Élodie et merci à tous, oui, pour votre participation et passez des très belles fêtes de fin d'année. Voilà, d'ici là, profitez bien et puis on se retrouve en janvier en pleine forme. Merci encore, bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.